Je ne me suis jamais vraiment demandé si mes parents étaient cinéphiles. Ma passion pour le cinéma semblait se développer en dehors du cocon familial. En dehors des traditionnels films du week-end loués au vidéoclub, rien ne semblait relever d'un rapport particulier au film ou au cinéma. Pourtant, avec le temps, à force de discussion, je me suis rendu compte que mes parents regardaient pas mal de films, du moins un peu plus que la moyenne il me semblait. Certains films semblaient compter pour eux, dans leur vie. Des acteurs, des visages, des sons, des images qui animaient finalement souvent les discussions de repas. J'ai profité du premier déconfinement et d'un court séjour loin de la ville pour discuter avec eux de cinéma, de films qui comptent pour eux, de souvenirs. J'ai découvert beaucoup de choses. Vous allez tout d'abord écouter mon père, qui a eu une habitude que j'ai longtemps considérée comme une sale manie. Il regarde les films en morceaux. Abonné à Canal depuis pas mal de temps, il profite des nombreuses rediffusions des films programmés pour les saisir au vol, capter la fin, puis le milieu 2 jours plus tard, puis enfin le début la semaine suivante. Mais finalement, cette habitude qui heurtait ma rigoureuse dévotion cinéphilique, complètement rigide à l'époque, ne relève-t-elle pas d'une pratique à part entière ? En tout cas, cette manière de voir les films lui appartient, et j'ai fini par comprendre que cela influençait sa manière d'en parler, traçant les contours d'un discours assez unique. D'abord surpris, j'ai fini par comprendre pourquoi il avait dévoré le livre d'images de Godard d'une traite. On peut toujours trouver une forme d'ordre dans le désordre. Après tout, n'est-ce pas ce même Godard qui disait qu'un film c'était un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre. On se pose jamais pour essayer avec soi-même ou avec les autres faire le bilan de ce qu'est notre rapport avec le cinéma, surtout quand c'est pas notre centre d'attention principal dans la vie. Du coup, j'aime bien commencer avec une question qui est à la fois hyper retorse, mais des fois finalement dont la réponse est assez simple. C'est de savoir si les gens se considèrent comme cinéphiles. Et tu vois, par exemple, maman, elle s'était jamais posé la question, et spontanément, elle m'a dit, bah oui, je pense. Et toi, est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais répondre si je te demandais comme ça spontanément? Est-ce que toi, tu considères que tu es cinéphile par rapport à la définition que tu t'en donnes toi-même? Bah, maintenant, je suis plus spontané parce que j'ai envie de dire bah oui, je pense. Tu m'as aiguillé vers une réponse que j'aurais pu donner, mais. Merde, c'était pas mon but. Mais... Non, pas très bon, mais voilà, oui, quand même, avec moins de spontanéité, c'est un peu prétentieux, mais oui, on va dire cinéphile. C'est un peu comme la musique, c'est quelque chose qui est assez indispensable à la vie finalement. Et tu vois, il y a vraiment un truc dont je voulais discuter avec toi. Enfin, il y a plusieurs trucs. Il y a le fait déjà que tu regardes énormément de films. Vraiment, tu en regardes vraiment beaucoup. Et le deuxième truc, c'est que tu as une manière de les voir qui est quand même très très singulière. Et plus jeune, j'avais peut-être tendance à trouver ça un peu sacrilège. Parce que tu découpes les films en gros. C'est que tu les regardes beaucoup à la télé. Et tu peux prendre 10 minutes d'un film par-ci. Et des fois, tu me disais, ah, j'ai vu ce film, j'ai beaucoup aimé. Et puis en discutant, je me rendais compte que tu avais vu 20 minutes. Et puis moi, je trouvais ça sacrilège. Et alors maintenant, plus du tout, parce que je regarde pas non plus les films comme ça maintenant, mais je les regarde beaucoup moins, on va dire, en ligne droite qu'avant. Ça m'arrive de regarder juste 30 minutes d'un film, puis ça me saoule et je le regarde plus. Mais finalement, ce que j'ai vu m'a marqué, quoi. Du coup, comment tu vois les choses? Parce que tu vois énormément de films et tu as vu beaucoup de bouts de films, et je me souviens qu'on avait vu ensemble, pour le coup en entier, le livre d'images de Godard, et je me dis que sans le vouloir, tu fais un peu du collage à la Godard où tu as vu plein de bouts de films. Est-ce que, enfin, je sais pas, c'est pas vraiment une question, c'était une remarque, mais euh, comment tu vois cette manière de voir les films? Est-ce que ça te satisfait en fait? Ou est-ce que tu fais ça parce que tu fais pas ça avec toutes les émissions de télé, j'ai l'impression que c'est vraiment les films, quoi. Tu te mets 30 minutes devant un film, puis t'as l'impression de l'avoir vu, quoi. Puis je pense que tu l'as vu, en fait. Enfin, t'as vu 30 minutes d'un film, quoi, ce qui peut tout à fait suffire. Enfin, ça te satisfait de voir les films de cette manière très découpé Oui, oui, c'est spontané. Puis j'ai vu des films en entier aussi. Hein. Oui, oui, Faut bien pas- sûr, bien sûr. Et puis quand j'étais gamin, comme je te disais, je lisais les Tintins en commençant par la fin. J'ai lu tous les Tintins en commençant par la fin et je me suis jamais expliqué pourquoi. C'est incroyable. Hein. Je sais pas. Après des bouts de films, oui, oui, je pense qu'il y a 70% des films, j'en ai vu que des bouts
Et c'est pourtant satisfaisant. Alors tout à l'heure, j'ai regardé un dialogue avec mon jardinier en DVD, je l'ai vu 10 fois et je l'ai vu en entier de A jusqu'à Z. Il y a quelques films comme ça qui me posent aucun problème. Grand plaisir. Mais trois quarts des films, en fait, oui, j'ai quand même vu que des bouts. Après, plus d'autres bouts, des bouts, comme dit le sketch de Raymond DeVos, ça peut faire un truc entier, quoi. Enfin, avec deux bouts. Donc, je sais pas, le truc profond que ça dévoile ou que ça dévoile pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça et aucune frustration si, de cinéma à ce niveau-là. Aucun problème, l'explication, je la connais pas et ça continue, ça a toujours été comme ça et j'ai pas l'impression que ça va changer. Même si je vois des films en entier avec grand plaisir. Et c'est peut-être aussi pour ça que je vais assez rarement au cinéma finalement. Ou alors il faudra un cinéma où on puisse voir des bouts, mais ça, c'est pas possible. Ou alors, t'as des films en fait qui fonctionnent là-dessus. Comme je te disais, Godard, il fait ça quoi. Il prend des bouts de films. En fait, c'est peut-être même pour ça que t'es resté en entier devant le livre d'images, qui est un film a priori qui est pas du tout le genre de film que tu regardes habituellement. Je me souviens, on a commencé à le lancer, puis toi, tu t'es venu, tu t'es installé et t'es resté jusqu'au bout quoi. Oui, 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 oui. Et c'est peut-être pour ça en fait, parce que c'est un film qui est fait que debout justement. Peut-être que c'est un peu ce qui t'a attrapé. Si. Non, je sais pas. On doit comparer ça à Godard, c'est plus que flatteur. Enfin, c'est même pas approprié parce que Godard, c'est un géant. Ouais, Je sais pas. dans l'expérience que tu fais finalement du cinéma, quoi. Il y a un truc un peu de l'ordre du collage, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être le reflet d'autres choses que je fais dans ma vie en bout. Peut-être. Et ça, c'est pas forcément glorieux. Peut-être la peur je sais pas, d'un aboutissement, d'un début et d'une fin. Je sais pas. Peut-être qu'un film, c'est une tranche de vie, un début et une fin, comme la vie. Et c'est peut-être un recul de choses comme ça, brutes. Et des bouts, ça rassure peut-être de se dire tiens, c'est pas fini, je verrai l'autre bout avant, je pourrai revenir en arrière. J'en sais rien. Il y a peut-être à gratter d'une façon plus profonde ou pas. Mais en tout cas, pas de frustration. Ou peut-être une forme de se rassurer. Non, je crois que je vais continuer à fonctionner comme ça avec le cinéma. De toute façon, tu le fais spontanément. Instinctivement. Ouais. Moi, il y a un autre truc, il y a quand même des films qui te marquent. Tu vois, je discute des fois avec des gens, et en fait, il n'y a pas beaucoup de films qui les marquent. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc en réfléchissant. Enfin, des fois, j'y pense et je me rends compte qu'il y a pas mal de films dont on a discuté qui t'ont marqué. Par exemple, L'Exorciste, tu vois. Ça, je me suis rendu compte que c'est vraiment un film. Après, je sais pas si c'est des films qui restent avec toi. Est-ce qu'il y a des films qui t'accompagnent, qui restent un peu depuis le moment où tu les as vus, ils sont avec toi, que tu les aies revus ou non d'ailleurs, et qui t'ont accompagné dans la vie, que ce soit concret ou non. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont fait prendre des décisions. Je connais des gens qui se sont mariés en sortant d'un film, par exemple. Et c'est le film qui les a fait se marier. Est-ce que toi, il y a des films qui t'accompagnent comme ça dans ta vie, que ce soit concret ou non, et où ça fait un peu partie comme une espèce de compagnonnage, quoi. Bah oui, tout à fait. Puis les gens se marient suite à un film, c'est bien, ça m'étonne pas. Après, oui, des films qui m'accompagnent complètement. Alors, pas L'Exorciste, plus le souvenir de L'Exorciste. Parce qu'un film qui accompagne, je trouve que ça veut dire un film qui t'accompagne toute la vie de la même façon. Alors que L'Exorciste, c'était. Si je le re-regardais maintenant pour tout dire, voilà, je pense que il me ferait plus peur, beaucoup moins. Là, je serais peut-être un peu déçu. Enfin, peut-être que je le regarde, mais je me souviens surtout de cette année 86 où j'avais 15 ou 16 ans, où j'ai vu la salle se vider, où j'étais terrorisé, mais c'était une autre époque, les années 80. Enfin, au niveau cinéma, L'Exorciste, c'était la terreur absolue. Alors qu'en en 40 ans, ça a évolué. Je pense qu'il aurait moins d'emprise sur moi, je pense, mais il me marque plus le moment M où j'étais avec mon copain, voilà, c'est un souvenir plus ponctuel qu'un film qui m'accompagne, ça c'est sûr. Même si voilà, ça reste un truc culte aussi de ma génération, puis d'autres. Et je pense que maintenant la nouvelle génération devant l'Exorciste, ouais, ça doit pas faire un effet. Je sais pas, mais c'est pas le genre de film qui m'accompagne. Voilà, il m'a marqué plus par le souvenir, par l'instant, que d'autres films qui, oui, réellement m'accompagnent et bouleversent. Et peuvent orienter dans la vie, ouais, jusqu'au mariage, pourquoi pas, pour ces jeunes gens, ouais, c'est crédible. D'ailleurs, il y en a des films là que tu as en tête ouais, il y en a plein sûrement, et en tête, je pourrais pas le dire comme ça spontanément, je sais pas, oui, bah, voilà, Dialogue avec mon jardinier que j'ai regardé, alors qui est sûrement pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais sur 1 heure et demie de film, s'il y a 10 minutes ou 5 minutes bouleversantes, et ben, ça suffit. Ou sur le fond du truc, et puis bon, ça dépend de l'âge où on est aussi.
comment on l'interprète. Oui, oui, j'aime bien Jean Becker. Je trouve qu'il touche des points sensibles qui fait que ouais, ces films t'accompagnent vraiment. Bergman, que tu m'as fait découvrir, Ingmar Bergman, ouais. Ingmar Bergman, que tu m'as fait découvrir. Je pense qu'il y a 20 ans, je me suis ennuyé à mourir et je trouve qu'il est extraordinaire en touchant au plus profond l'être humain comme il est quoi, dans ses films avec des scènes d'une justesse absolue. Quoi. Ça touche à la grâce et ouais, ça accompagne aussi. Hein, mais voilà, ça dépend de l'époque où on est dans sa vie. On peut pas regarder un film à 10, 20, 30, 40, 50 ans, 70 ans. Ça peut accompagner, mais par tranche de vie, toute une vie, c'est vachement plus rare. Moins peut-être un dessin animé, je sais pas. Mais... Ou autre chose, oui, ça accompagne. La musique. Ça accompagne, oui, c'est comme la musique. Puis voilà, un film qu'on aime, je crois qu'il faut pas réfléchir. C'est comme une chanson, on l'aime, elle bouleverse. Faut pas chercher à savoir pourquoi. Et que ça accompagne, oui, que ça accompagne, faire prendre des décisions, oui, que ça change la vie, oui. Oui, plus récemment, tu m'as fait découvrir Breaking Bad, c'est une série qui change la vie quelque part. Hein. Ouais, ça m'accompagne parce que cette série, elle est tellement bien faite que de temps en temps, dans la journée, on va penser à des moments de cette série qui est vraiment bien réussie, même s'il y a 60 heures il y a quelques moments tellement cultes que ça accompagne, c'est le mot. Et ça embellit la vie pour le coup. C'est fait pour. Il y a un personnage marquant qui bon, il sert pas de modèle, mais des fois l'impression qu'il y a ce côté Walter White, c'est quelqu'un qui fait des choix. Enfin, on vit la série, on la vit forcément avec le personnage, et même si on fait exprès de nous le présenter comme quelqu'un d'objectivement détestable, mais finalement on a un peu d'admiration pour lui parce qu'il a réussi à faire des choix finalement. J'ai l'impression que c'est ce qui fait qu'on reste accroché à Walter White, même s'il fait les mauvais choix en fait. Oui, bah ça c'est peut-être tout le talent et l'adresse du réalisateur qui fait qu'on s'identifie au personnage, et ça c'est peut-être pas très dur, je sais pas comment techniquement au cinéma on appelle ça, en tout cas c'est réussi. Et ce côté, oui, faire coller le héros à sa personnalité, même si c'est complètement fantasmagorique pour le coup, oui, en tout cas ça marche, et même si c'est peu recommandable comme personnage, ça fonctionne, c'est peut-être justement un tour de passe-passe qui est bien réussi, même si c'est une illusion, ou, en tout cas il y a un côté peut-être jouissif, et on s'identifie à ce genre de personnage un peu... Oui, les choix, ça c'est la grande question des choix dans la vie, c'est peut-être un peu cucu, tout ce qu'on veut, mais bon, ça fonctionne sûrement avec un grand nombre, la preuve. Oui, il n'y a pas de quoi en avoir honte, c'est comme ça. Et puis la série s'adresse à beaucoup de gens en fait, donc forcément elle parle à beaucoup de gens de sujets qui concernent beaucoup de gens. Évidemment, on a l'impression que souvent on considère comme étant cucu quelque chose d'universel, alors qu'en fait, t'en parles avec Bergman, tu vois, Bergman typiquement tout ce qu'il dit est universel, et pourtant on peut considérer que c'est jamais cucu. Alors que finalement, il parle de choses qui ont l'air de concerner tout le monde, au moins à partir d'un certain âge. Je pense que tu as raison, par exemple, qu'un film comme Scène de la vie conjugale, on peut pas le voir de la même manière à 20, 30, 40, 50 ans. Quitte à le revoir, en fait, et à chaque fois le voir différemment. Il y a un truc qui me revenait, c'est... Tu parlais de Jean Becker. Du coup, ça veut dire que tu as une attache à ce réalisateur. Et moi, je me souviens aussi, c'est même très présent, mais cette attache que tu as avec des acteurs. Qui est vraiment très forte, j'ai l'impression. Je pense à Vincent Lindon, Jean-Pierre Daroussin. Moi, je me souviens que j'ai l'impression que tu peux voir des films à partir du moment où ils sont dedans. Tu auras cette espèce de curiosité d'aller voir le film, quel que soit le sujet, quel que soit le réalisateur, ou c'est l'acteur qui va te pousser à aller voir le film, quoi. Tu m'as appelé récemment pour me dire de voir En guerre avec Vincent Lindon, par exemple, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Je m'en excuse, mais... il y a d'autres acteurs j'ai le souvenir de ces deux-là, en tout cas fort, mais je sais pas s'il y a d'autres acteurs. Celui qui joue dans Cachet de Haneke, dans L'Adversaire de Nicolas Garcia. Ouais, Auteuil. Après, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Là, tu me cites quand même 3 acteurs que tout le monde aime. Il y a un côté universel dans ces acteurs ou qui sont y a des très gens, bons. Il y a des gens qui ont du mal aussi. Je pense que peut-être des vrais cinéphiles les aiment pas. Je sais pas. Ouais, c'est un peu. C'est presque du classique, quoi. C'est difficile de ne pas aimer ces acteurs-là. Oui, c'est vrai que Lindon, j'ai l'impression que comme ça, c'est vraiment un attachement, quoi. Oui, partout où il apparaît, Lindon, ça m'accroche. C'est agaçant, mais c'est comme ça. Ouais, je pense que c'est peut-être la force d'un bon acteur, c'est
de faire un mauvais film, un film à minima correct. Et ça, c'est fort. Et Daroussin, oui, c'est des gens comme ça qui accrochent. C'est tout naturel. Ouais, j'ai pas beaucoup de films de Daroussin. J'ai un film que je déteste, que j'adore, pardon, et qui, je pense, est profondément très mauvais. C'est que j'ai revu pour la 10e fois, c'est Ah, si j'étais riche avec Daroussin. Qui est, quand on regarde plusieurs fois, je me dis pourquoi j'aime ce film. Et non, c'est Daroussin, je pense vraiment dans sa présence qui est très bon. Parce que c'est un film, quand même, quand on regarde bien, qui est complètement immoral, même si on croit que c'est un film banal du dimanche soir en famille. Si on regarde bien, c'est bourré d'immoralité, qui est finalement pas très drôle. Et j'ai adoré ce film, je le regarde vraiment par sa présence. Voilà, comme... oui, puis sûrement d'autres acteurs que j'ai oubliés, qui m'ont marqué, puis moins connus peut-être aussi, je pense que... Et chez les femmes certains... Ah, chez les femmes... au risque de passer peut-être misogyne, j'en vois pas comme ça qui spontanément me transcende. Manuel DeVos ouais, Manuel DeVos, ouais, par son regard qui m'a bouleversé dans le film, évidemment bouleversant, avec Gabriel Byrne. Le temps de l'aventure. Le temps de l'aventure, tout à fait. Un petit film avec un scénario au plus simple et ouais, il joue super juste dedans. Et puis on a regardé L'Adversaire il n'y a pas longtemps pour parler de Daniel Auteuil, qui est finalement un film qui est quand même pas si bon que ça, mais qui traite d'un sujet fascinant. Et Emmanuel DeVos est très très fort dedans, et voire même c'est la meilleure, loin de là, malgré d'autres présences d'acteurs comme Cluzet et tout ça. Et c'est un gros casting. Il y a un gros casting. Emmanuel DeVos, ouais, vraiment une excellente actrice. Avec cet extrait de ce passage dans Le temps de l'aventure où c'est une actrice de théâtre et elle fait un casting. Donc elle joue dans le jeu finalement. Je m'en souviens maintenant. C'est quand même une scène. Waouh, quel talent quoi. Ouais. Quel talent. Parce qu'elle joue même. C'est pas qu'elle joue mal, mais on sent une maladresse dans son jeu. Et enfin ouais, elle passe un casting et on sent une certaine maladresse dans son jeu et c'est assez dingue d'arriver à sous-jouer entre guillemets, parce qu'on sait qu'elle peut être très naturaliste, très juste, pas facilement, c'est peut-être très dur pour elle, mais elle peut être très naturaliste, et là on sent qu'elle met de l'artificialité. Oui, puis oui, elle fait 2 scènes, une pseudo-ratée, une pseudo-réussie, on sait pas bien, et c'est dans le film, quoi. Finalement, ça fait 3 scènes, enfin ça fait 1 + 1 égale 3, quoi. C'est fort, quoi. Elle est très très forte là-dessus. Ne serait-ce que pour ce passage-là, ça vaut le coup de regarder le film. Ouais. C'est marrant parce que je passe à autre chose en fait, je sais pas, les transitions se font un peu de manière accidentelle, mais il y a des choses qui me viennent en tête. Notamment le fait que quand j'étais petit, tu vois, j'ai hérité de Tintin par exemple, de trucs qui sont assez naturellement transmises, mais le cinéma, j'ai pas l'impression qu'il y ait des films particuliers ou des genres ou des trucs que tu avais pu voir enfant qui sont venus jusqu'à moi. Déjà, est-ce que tu allais au cinéma enfant ? Assez peu, c'était une autre époque. Enfant, j'étais enfant dans les années 70-80 où il sortait un film de temps en temps. C'est un événement, donc on allait au cinéma 1 fois par an, comme maintenant on y va 1 fois par semaine. C'était pas banal le cinéma, c'était une sortie exceptionnelle. Donc je pense que par rapport à l'époque, j'y allais assez souvent tout de même. Jusqu'à mon adolescence, voilà, E.T. sortait en 83-4, je sais plus quel âge j'avais, c'était un événement, ça couvrait complètement toutes les salles, ça a bien changé, donc je me rends compte que j'y allais quand même assez souvent, même si c'était peut-être de l'ordre de 3-4 fois par an, ce qui peut paraître faible maintenant pour la moyenne, je sais pas, mais qui était assez haute quand même à l'époque. Il y avait peu de films qui sortaient. Finalement, j'y allais assez souvent, je pense, et puis voilà. Cette fameuse séance de Spider-Man. Ouais, des trucs alors qui marquent à vie. J'avais une dizaine d'années, peut-être une 8aine d'années dans le village de Charlieu où on habitait. On était allé voir parce qu'il y avait des cinémas de quartier. Je parle comme un dinosaure là, mais ça s'appelait le Familia, le vieux cinéma avec un balcon. C'était plein à craquer, c'était un dimanche après-midi. Un cinéma de quartier, voilà, dans un village de 4000 habitants. Et c'était Spider-Man, alors qu'on avait retrouvé d'ailleurs sur Internet avec des extraits. Enfin, c'était sûrement très kitsch et on regardait ça avec mon père, la salle était pleine à craquer, le cinéma brûlait, d'un coup la toile s'est mise à se déchirer et il s'est déclenché un incendie pendant le générique du film. Alors quand on a 10 ans qu'on va voir Spider-Man, c'est comme un gamin de maintenant la première fois à Euro Disney, c'était vraiment un événement quoi.
Et le cinéma a brûlé, un incendie qui a fait aucune victime, Dieu merci, on a pu sortir à temps. Et depuis cet incendie-là, qui avait été assez grave, le cinéma a fermé à vie, n'a plus jamais rouvert. C'est une anecdote vraie, hein. J'ai vécu la mort d'un cinéma de quartier anticipé, il serait mort de toute façon. Et t'as pu finir le film en fait. C'est ça qui est... Comment ? C'était le générique du début ou tout ? C'était le générique du début. J'ai pas vu le film, je l'ai jamais vu, et c'était un Spider-Man, mais alors avec des effets spéciaux en carton sûrement, mais enfin j'ai trépigné de le voir, et je revois cette toile blanche qui se fend en deux. Et ça sentait le cramer, tout le monde est sorti, je reverrai toujours le patron du cinéma qui faisait l'ouvreuse, le patron, le placier, tout ce qu'on veut, qui remboursait les gens, qui balançait les billets de 10 francs à l'époque, on faisait la queue. Voilà, c'était une expérience singulière tout de même, et ça on s'en souvient à vie, ça marque, surtout que le cinéma j'y passe quasiment tous les jours devant. Maintenant c'est une supérette qui elle-même maintenant a coulé avec le reste, mais il y a toujours marqué cette enseigne cinéma, le Familia au-dessus, et voilà, c'est des souvenirs c'était un Spar, je crois, qui est dans la rue. Dans une rue, ouais, commerçante, où beaucoup de commerces sont coulés. Voilà, il y avait un Spar, enfin une supérette de quartier. Et c'est marrant, c'est toujours marqué le cinéma, le Familia, voilà. Une anecdote qui accompagne, hein, forcément. Ouais, pour le coup, ouais, ça c'est un souvenir de cinéma, quoi. Et avec tout ce qu'il y a autour du film, quoi. C'est la séance qui est marquante. Puis le fait de voir un écran se déchirer, tu dois te dire qu'au début ça avait partie du film, quoi. Non, on a tout de suite vu qu'il y avait du mal. Moi j'avais 8 ans, 10 ans, j'étais avec mon père, et qui aimait beaucoup le cinéma aussi, mine de rien. Et ouais, ça marque. C'est incroyable de vivre ça, finalement. C'est à la fois banal et pas banal. Et puis un peu emblématique, quelque part. Il y a un côté solennel, dramatique. Et l'exorciste, tu l'as vu vers quel âge ? J'étais au lycée agricole à Rouen, en seconde, donc 15 ans, 16 ans. Alors, ce qui peut faire rire maintenant, mais c'était l'équivalent de maturité que si j'allais le voir maintenant à 12 ans, enfin, avec un copain qui était... Il est encore très impressionnant. Hein. Ouais, sûrement, il faut que je le revoie, je te dis, il faut que je le revoie, pour vraiment me faire une idée, et ça se trouve, j'ai peut-être autant flippé que... Et c'était un cinéma à Rouen, on n'était pas très nombreux, parce que je pense que ce film faisait peur. Il devait être limite moins de 16, je ne me rappelle plus de la signalétique de l'époque. J'étais allé voir ça avec un copain qui était dingue de films d'horreur, un punk de l'époque, hein, en 85-6, il y avait beaucoup de punk. Alors un petit bourgeois de campagne avec un copain punk, un lycée agricole qui partent le mercredi après-midi à un cinéma de la grande ville d'à côté voir l'exorciste, évidemment, c'est un souvenir impérissable. Copain que j'ai jamais revu, mais si j'ai eu des anecdotes, je suis sûr qu'il s'en souviendrait 35 ans après. Et c'était impressionnant, et très sincèrement, la salle s'est vidée, hein. On devait être une vingtaine pour mémoire, et il y en a 10 qui sont partis de malaise, tellement ça faisait peur. Et j'ai eu peur aussi, je suis juste resté, c'est tout. J'ai sûrement pas eu le courage de partir, mais ouais, c'était impressionnant. Bon, ça peut faire sourire maintenant, a posteriori. Oui, sourire, oui et non, parce que finalement, quand on met la musique, ça te crée une réaction quasiment physique, quoi. Musique, oui, culte. La musique sûr. c'est Tubular Bell, on l'avait retrouvé après. J'étais tombé sur l'album Michael Field, voilà. J'ai découvert Michael Field après, et j'ai vu, mais j'ai dit, mais c'est la musique de l'Exorciste. Et en fait, c'est un morceau de prog rock où il a pris que le début, en fait. William Friedkin. Il y a des films qui t'ont. Moi, il y a un film, je me souviens, en fait. J'avais demandé si un film t'avait marqué, mais moi, il y a un truc. Bon, si ça se trouve, t'auras pas envie de rebondir dessus, parce que c'est un film un peu. Presque intimiste, en fait, mais. On parlait tout à l'heure, tu sais, des films qui peuvent accompagner, changer les gens. Moi, je me souviens qu'on avait vu ensemble. C'est un film que tu m'avais vraiment. T'avais vraiment insisté pour qu'on le voie. C'était Une belle fin. Et ce qui est dingue, c'est qu'en voyant le film. Mais je crois qu'on en a déjà parlé d'ailleurs. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est le genre de film, quand tu le vois avec la personne, t'as l'impression de comprendre quelque chose de la personne. Comme si quelqu'un avait essayé de te dire quelque chose avec le film. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est un film très, très, très émouvant. Mais tu vois, il y avait ce côté... Un film aussi, c'est dire quelque chose. Pas un message, mais dire quelque chose que tu peux pas dire et que le film dit... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Et du coup, j'invite les gens à voir le film parce que je le trouve... Enfin, moi, je l'ai vécu de manière très émouvante, forcément. Et là, pour le coup, je sais pas du tout si c'est un film sur lequel tu as envie de parler. D'ailleurs, je crois qu'on en a quasiment jamais parlé du film en lui-même, en fait. Mais moi, j'ai ce souvenir, en tout cas. Je sais pas si... Alors, Une belle fin, très belle remarque, parce que je l'avais oublié, et c'est... Oui, je vais pas dire un de mes films cultes, mais oui, un film
peut-être dans mon top 10, ouais, peut-être injustement méconnu d'ailleurs, mais où il a eu du succès, je ne sais pas vraiment. Une belle fin, ouais, c'est un film que je trouve absolument magnifique, avec d'une simplicité. Après, voilà, ça fait partie des films où tu disais tout à l'heure, tu citais Bergman, je ne sais plus. Qu'est-ce que tu citais ou Breaking Bad, oui. Pour pas comparer, mais on aime, on n'aime pas. Voilà, il n'y a pas trop de demi-mesure. Et une belle fin, je pense qu'on adore ou on déteste, mais il n'y a pas trop de demi-mesure. Moi, j'ai adoré. Après, comme son nom l'indique, mais ça n'a rien à voir, il y a une belle fin. Il y a une fin quand même un petit peu, évidemment, tire-larme, un peu facile, mais qui est quand même bluffante. Il y a quand même une justesse. Alors, c'est récurrent que toute la salle pleure à la fin. Donc, mais c'est pas la fin à la limite. Moi, j'ai bien aimé tout ce film, qui est d'une... peut-être pas la simplicité qui m'a bouleversé, c'est plus l'acteur Eddie Marsan qui, je pense, incarne au mieux le vrai gentil. Le vrai gentil, le vrai type gentil, dans le plus noble sens de ce mot, qui maintenant est galvaudé, puisqu'il est quand même synonyme de faiblesse ou de bêtise. Et voilà, c'est un vrai gentil qui pas trop de bol dans sa vie. Et au moment où il lui arrive enfin la lumière, il lui tombe dessus un peu l'amour. Parce que, mine de rien, ces films qui ont l'air de rien simple, finalement, cachent les plus grands thèmes de ce film, qui est la solitude, la mort et l'amour. Et finalement, quand on réfléchit, ça fait beaucoup dans un film qui paraît complètement insipide. Et qui, en fait, tu m'avais dit de le regarder en VO. Il faut le regarder en VO. Puis en plus, je crois qu'il n'y a pas le choix. Il y a que ça. Et il est beaucoup plus fort. Tu l'as vu au cinéma? J'ai dû le voir au cinéma, oui, avec maman. Et je l'ai revu en DVD, mais je l'ai revu plusieurs fois, hein, j'avoue. Hein. Et je peux le voir en bout aussi, d'ailleurs. Non, une belle fin, je le conseille vivement. Il est bouleversant de simplicité, d'humanisme. Il a été récompensé à juste titre aussi. Et Eddie Marsan, ouais. C'est peut-être ce côté incarné, ce type de 45 piges, là, avec une vie d'une simplicité. Et voilà, le bonheur lui arrive et puis il le perd très vite. Et voilà, je pense le film qui honore les gens bien, les gens gentils dans plus profond qu'on l'imagine, ce film. Ouais, il m'a, sans trop savoir pourquoi, bouleversé vraiment. C'est un très très beau film. T'as d'autres choses qui viennent en tête, non? D'autres films, d'autres idées, non? Non, oui, tu vois, c'était celui-là que j'avais justement oublié, oui. C'est sûrement d'autres, bien sûr, oui, il n'y a pas que... Il y en a sûrement plein d'autres. Bon, on laissera un voile de mystère dessus, alors. Ça me vient pas comme ça spontanément. Mais bon, on pourra peut-être en reparler plus tard. Hein. Tous les Lindons, tu as cité En guerre, là, qui est beaucoup plus récent, qui date de 2018, là, qui retrace l'affaire des Continentales. D'ailleurs, c'est même devenu presque un nom commun. Les Continentales, c'est chouette, là, d'un combat ouvrier, syndical, du grand Vincent Lindon. Pourtant, j'avais vu avec toi La loi du marché. La loi du marché, qui pourrait être un peu son corollaire, quoi, ou un équivalent que je trouve que j'avais pas aimé du tout. Et celui-là, je l'ai adoré. Pourtant, on peut presque dire qu'il se ressemble un peu dans le sujet traité. Mais alors, En guerre m'a bluffé par Vincent Lindon, là, complètement investi dans ce rôle. Et c'est aussi ce que j'aime bien chez les acteurs, qui réussit bien Daroussin, c'est s'adapter au rôle où on se dit Vincent Lindon, c'est pas possible, c'est un syndicaliste, quoi. Il a fait ça toute sa vie pour être aussi bon. Et... Non, c'est un acteur de cinéma, sûrement parisien, mais qui arrive à s'incarner comme ça à ce point. On se dit c'est incroyable, l'énergie qui dégage sans cesse dans ce film est assez extraordinaire, avec une fin dramatique. Voilà, en fait, c'est juste un bout de société, tout ce qu'il y a de plus terre à terre, c'est une histoire vraie, hein, pourtant, mais on oublie, puis ça recadre un peu aussi la vie de ces gens, ouvriers simples, un combat noble, légitime, qu'on regarde comme ça vite fait sur BFM TV, puis qu'on zappe, mais dès qu'on le regarde un peu plus à plat, c'est bouleversant, dramatique, et puis c'est un peu une situation inéluctable qui est le reflet du malaise du travail. En général, ouais, Vincent Lindon, excellent film, En guerre, oui. C'est un peu comme Richard Jewell, en fait. C'est le cinéma qui permet de donner des espaces de dignité à ces figures un peu marginalisées.
De leur permettre d'avoir un espace où ils peuvent exister et devenir visibles en fait. Parce que, comme tu disais, sur BFM, on les voit rapidement, c'est presque des figurants. Et là, tout à coup, ça devient les personnages d'un film, ils sont centraux, etc. Ah, c'est un truc qui me touche pas mal en général. J'ai toujours pas vu En Guerre. Je sais que tu m'as dit plusieurs fois de le voir, mais Alors, je pensais Richard qu'il était Jewell, sur OCS et en fait, il a disparu entre temps. Donc il faut que je pense à le trouver Richard par un autre Jewell, je moyen. trouve que tu fais une comparaison judicieuse avec En Guerre, c'est pas le même rythme du tout l'affaire Richard Jewell, et c'est tout à fait comparable de mettre en lumière, oui, c'est des gens qui le méritent. En général, j'aime bien. Enfin, je propose aux gens de terminer leur portrait. Moi, je considère ça comme des portraits, d'une certaine manière, par une musique. Là, je t'avoue, je te prends un peu au dépourvu. En général, je lance l'idée avant. Si jamais l'idée ne vient pas, on pourra le mettre après. Mais est-ce qu'il y a une musique qui te vient en tête? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais bon, la musique, c'est aussi un truc où tu aurais, je pense, plein de trucs à dire. On pourra le faire une prochaine fois, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une musique qui te vient en tête pour terminer ce portrait où on se quitte avec la musique qui arrive doucement comme ça et les gens peuvent écouter une musique que tu aimes, que tu as envie de partager Alors, la musique, on en a parlé 1000 fois, c'est tellement vaste. Tu vois, quand je rentre dans ma voiture, j'écoute Nostalgie, j'écoute Skyrock, j'écoute Radio Cactus, France Culture. Enfin, puis j'en ai parlé à un copain, mon ami Gilles, qui travaille à la radio. Il m'a dit, mais tu écoutes exactement le panel de radio, ce qu'il appelle, je sais plus, il y a un nom. Donc voilà, je suis plutôt standard, mais c'est tellement large que j'ai tellement des goûts. Alors, c'est pire qu'au cinéma, j'adore vraiment toutes les musiques. Donc, en citer une, il y a Lucie qui m'a dit l'autre jour, comme j'avais une poussière dans l'œil là qui me faisait un mal de chien, il fallait absolument pleurer pour enlever cette poussière dans l'œil qui me faisait un mal de chien. Elle m'a dit, va écouter une musique qui te fait systématiquement pleurer, qui te bouleverse. Alors, ça m'a fait rire, mais bon, elle avait raison. Et si j'avais une à citer, c'est la chanson de Serge Reggiani, Le temps qui reste. Voilà.